Le combat principal de l'UFC 298 est la définition même du mot surutilisé en MMA, le banger. Invaincu en featherweight, Alexander Volkanovski cherchera à défendre son titre face à l'invaincu en carrière, Ilia Topuria. La beauté de la gestion de la distance, du rythme, de la direction, du combat tout simplement, face à une boxe d'une propreté violente, couplée à un sol d'une violence poétique, c'est bel et bien un banger qui nous attend. Alexander Volkanovski, champion featherweight, affiche un palmarès professionnel de 26 victoires, 13 par KO, 3 par soumission, 10 à la décision, pour 3 défaites, 13-2 à l'UFC. Il revient mettre son invincibilité en jeu chez les featherweights. Après avoir battu Corinne Zombie et Max Holloway pour la 3e fois, il a tenté le statut de champ contre Islam Makhachev. Il revient dans sa division pour réussir la 5e défense de son titre avant de combattre une 2e fois en short notice contre Islam Makhachev qui lui donne sa 2e défaite à l'UFC. Il cherchera donc à rebondir. Face à lui, le contender numéro 3 des moins de 65 kg, Ilia Topuria. Invaincu en 14 combats professionnels, dont 6 à l'UFC, il détient 4 victoires par KO, le double par soumission et 2 à la décision. Après avoir finalisé Damon Jackson, Ryan Hall, Jay Herbert et Bryce Mitchell, il nous a pondu une masterclass en 5 rounds en dominant complètement Josh Emmett et obtenir ce title shot. Une chose est sûre, ce combat sera absolument magnifique à apprécier pour les fans. Par contre, son déroulement est complètement inconnu et c'est pour ça que tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir un combat à ne pas manquer. On vous l'analyse maintenant avec Brian Boulan. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Game Plan épisode 5 de cette année. Brian, est-ce que tu vas mieux? Oui, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Tu nous as un peu manqué pour Dolidze contre Imavov, mais voilà, pour les membres, on fera une petite vidéo à part avec toi et on l'enregistrera juste après celle-ci. Alors, on va commencer par l'exercice le plus compliqué pour ce combat, selon moi en tout cas, les pronostats. Je te le dis directement, ce que tu vas dire au cours de notre échange aujourd'hui pourrait me faire changer d'avis parce que j'ai vraiment du mal à me positionner sur ce combat. Alors, on va commencer par notre partenaire unibet.fr. Là, c'est factuel. Ils ont donné les cotes. Les cotes, c'est 1,64 pour le champion, 2,15 pour le challenger. On est sur un 57-43. On est vraiment entre le 55 et le 60 pour Volkanovski. Qu'est-ce que tu en penses? On le donne donc légèrement favori. Ouais, je comprends. Moi, c'est un exercice qui a été compliqué. Donc, je t'avoue que, comment dire ça? En étant le moins objectif possible, j'étais plutôt sur un Topuria favori, tu vois. Le moins objectif possible. Après, le plus objectif possible, j'étais plutôt sur un 55-45. Et je comprends tout à fait la cote, 57-43 à l'avantage de Volkanovski. Mais je trouve qu'il y a trop d'éléments qu'on ne maîtrise pas, tu vois, sur ce combat-là, qui font que c'est compliqué, tu vois, que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Et voilà, et puis je pense qu'on va arriver, on dit, oh, mais comment on a pu douter de lui, ou bah ouais, mais c'était évident, tu vois, que ça allait se passer comme ça. Alors qu'actuellement, on est là, genre, c'est compliqué. Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est ça qui m'intéresse et qui m'intrigue le plus dans ce combat. Alors, je vais juste faire une parenthèse parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as fait la blague. Hein. Tu as dit, il y a des éléments. Il y a des éléments. Donc, ok, voilà, je la fais pas pendant le podcast. On risque de la faire beaucoup de fois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Elle est pas voulue. Ouais, c'est ça, elle est involontaire, celle-là. Bon, moi, disons que skill pour skill, je suis plutôt sur un 60-40 pour Volkanovski. Mais ici, il y a des circonstances du combat entre le KO qu'a pris Volkanovski et que quand même relativement récent. Les déclarations qui sont un peu concernant sa santé mentale qui sont
peut-être Inquiétante. inquiétante. Ça me donne envie de me rapprocher plus du 55-45, voire même dans 50-50, voire même d'aller pencher du côté de Topuria. Ceci étant dit, on l'a toujours dit sur notre podcast, on considère systématiquement que les deux athlètes seront au top de leur game. Et donc, je vais me positionner un peu sur le 60-40. Comme j'ai dit, skill pour skill, je donne un avantage à Volkanovski quand même. C'est plus les à côté qui me font davantage douter en ses capacités de défendre cette ceinture pour la 6e fois. Ouais, bah écoute, je pense qu'on est plutôt alignés et j'espère enfin j'imagine qu'on n'est pas les seuls à être alignés sur ce combat et qu'on a hâte de voir ce que ça va donner dans la cage pour répondre un petit peu à toutes nos interrogations et aussi ces inquiétudes, quoi, d'office, hein. C'est clair. Eh ben, ça me fait une belle transition. Pour une fois, je vais créer de l'engagement en début de vidéo. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Donnez-nous votre pronostic avant d'être influencé par ce qu'on va dire, même si on a déjà élaboré quelques pistes. Passons aux forces et faiblesses. Comme d'habitude, quand il y a un challenger qui combat pour un titre, on commence par décrire le profil sportif du challenger. Donc, comment est-ce que tu définirais le style de Topuria dans la cage? Alors, moi, je l'ai défini comme un grappleur-lutteur devenu boxeur MMA. Je, voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le connaissent, enfin, qui ne le connaissent que depuis quelques années, enfin, que récemment et qui n'ont pas suivi son début de carrière, c'est tout d'abord un excellent lutteur, je pense qu'il a été formé dans son enfance à la lutte, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien euh, très discrète pendant sa période en jiu-jitsu brésilien, mais très redoutée, en tout cas dans le circuit compétiteur dans le sud de l'Europe, tu vois, Italie, Espagne, où il allait faire des compétitions, excellent, mais très discret, c'est-à-dire qu'il est peu connu sur les gros circuits. Et il s'est mis à la boxe anglaise au fur et à mesure, et maintenant, enfin voilà, on a vu la masterclass qu'il a fait à sa dernière sortie en striking. Je pense que maintenant c'est devenu un striker. On peut le cataloguer comme un striker d'élite, tu vois. Ouais, ouais, Mais je suis pour moi, d'accord. il a été élite dans chaque discipline qu'il a approché, en tout cas. Non, c'est une bonne façon de le décrire, j'aime beaucoup. Moi, j'ai des éléments peut-être un tout petit peu à part par rapport à son parcours, puisque la dernière fois que je suis allé coacher quelqu'un en MMA, c'était aux côtés du coach d'Ilia Topuria pour Mhm. Donovan Desmae. Et donc, on discutait pas mal avec son coach, et l'histoire est pas mal, hein. Donc, c'est que ce soit son frère ou lui, ils n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout doués à l'école. Et Mhm. les parents ont supporté ça. Ils se sont dit, bon, ben voilà, on a des enfants qui sont pas doués à l'école, ils sont passionnés par les sports de combat. On va les inscrire et on va tout miser sur une carrière. Et donc, il y a un peu ça qui est intéressant aussi. Ce sont des gamins qui sont arrivés à 14 ans euh, au Clement, donc là où ils s'entraînent encore aujourd'hui. Donc, il y a une certaine loyauté, une fidélité à ce club-là. Et Mhm. dès leurs 14 ans, ils avaient déjà un objectif sportif parce qu'ils savaient que le, le chemin scolaire n'allait pas les amener à quoi que ce soit. Et je trouve ça aussi intéressant de rajouter cette petite note. Il y a une vraie confiance en le fait qu'ils allaient faire une belle carrière dans les sports de combat. Moi, j'ai rien à rajouter vraiment par rapport à ce que tu as dit. À la différence, peut-être que c'est un combattant à pression. Est-ce qu'on pourrait considérer ça? C'est quelqu'un qui aime bien être sur le pied avant, qui... Je ne sais pas si c'est à Ah oui, bah proprement parler un combattant à si tu pression veux, ou... ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Si, mais après ça, j'ai mis ça plutôt dans les forces-faiblesses. Oui, après, si tu veux redéfinir un petit peu son style de striking, ouais, c'est une sorte de pression lente, mais une pression de cadrage, tu vois. Il va Ouais. être très, très patient et avancer pas à pas, chercher à cadrer. Euh, et puis après, si tu veux, on peut transiter sur ses forces-faiblesses, ou je sais pas c'est Ouais, comment. vas-y. C'est parfait pour le faire maintenant, ouais. Ouais, ouais. Et donc, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans sa manière dans ses points positifs, c'est ce cadrage. Et quand il commence à cadrer après, dans ses points positifs, c'est qu'il est très, très explosif, Ouais. euh, extrêmement puissant pour la Le- KT. Euh, dans ses forces, moi, j'ai noté que c'était quelqu'un de confiant, de très confiant dans ses capacités. Euh, Même s'il a été dominé sur un round, même s'il se prend un knockdown et qu'il est à deux doigts d'être finalisé, il est extrêmement confiant et ça peut être à double tranchant, mais pour le moment, ça n'a été que positif pour lui, tu vois. Clairement, on le dit tout le temps, hein, autant la confiance peut être ton pire ennemi, autant la peur peut être ton meilleur ami.
Ça dépend de comment tu l'utilises. Et pour lui, pour l'instant, ça a été un ami. Même et je dirais, le knockdown qu'il prend contre Jay Herbert, je l'ai revu encore hier, c'est une question de timing, tu vois. C'est pas qu'il fait une grosse erreur non. défensive. C'est vraiment, il envoie son direct, puis il veut suivre avec le crochet. Et en contre, Yes. sur le direct, il y a un switch high kick qui vient de Jay Herbert. C'est difficile à voir venir. Il y a très peu qui ne l'auraient pas encaissé. Par contre, il y en a très peu qui se seraient relevés. Et lui en fait partie, quoi. Il fait partie des mecs qui ont été Ouais. capables d'encaisser ça et de se relever derrière, quoi. Après, il y a eu une grosse erreur de Jay Herbert, par contre, hein. Oui, Sur oui, le oui, suivi, oui. il faut rester honnête. Aller dans la garde, mettre des petits coups de poing comme il l'a fait, c'était donner l'opportunité de récupérer, hein. Mais bon, Et ça ouais, c'est, on et va pas il a refaire le eu, combat. ouais, il a eu un petit moment de Nate Diaz aussi, j'ai l'impression, tu vois, où il met le knockdown, limite ça le surprend et il a un peu une pré-célébration ou un moment d'arrêt, il s'y attendait pas et la fraction de seconde qui passe là, ben, c'est quasi vital en fait. Ça permet, ça donne une demi-seconde, une seconde en plus à Ilia Topuria pour récupérer. Et dans ces moments-là, ça fait une grosse différence. Alors, en parlant de différence, ici j'ai parlé plutôt de différence entre Topuria et Volkanovski. C'est difficile à mettre des mots dessus, mais je trouve que du côté de Topuria, on a un fight IQ instinctif, alors que du côté de Volkanovski, on a plus un fight IQ de réflexion, où tout est réfléchi dans son jeu. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, ou si ça te semble logique. On a l'impression que Ilia Topuria, c'est pas spécialement qu'il va se poser, qu'il va analyser, c'est plus qu'il a des automatismes, il a un instinct, il a vraiment un naturel de combattant qui fait que dans un combat, il va faire des bons choix. Ouais, je pense. Oui, si on doit définir le fight IQ sur l'instinct, pourquoi pas. Moi, Mhm. effectivement, je pense que c'est un combattant très instinctif. Ouais. Euh, il vient dans la cage non pas pour s'adapter réellement à son adversaire, tu vois. Mhm. Il vient pour imposer Ouais. ses forces. Et donc après, est-ce que c'est une forme d'intelligence? Oui, bien sûr, hein, là-dessus, sans problème. Mais pour moi, c'est vraiment un combattant qui arrive, qui vient pour imposer son style. Et ce style-là, il va prendre le temps de l'imposer avec de la pression lente, etc., de cadrer et de pouvoir développer ce qu'il a envie de développer, clairement, hein. Mhm. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est un gars qui va tout droit, tu vois. Ouais. Il commence pas à prendre de détours pour aller emmener dans son sens, tu vois. Mais je voulais faire cette distinction parce que elle me semble importante au moment où on discutera des stratégies. Donc voilà, Ouais, tout à je fait. voulais émettre ça maintenant. Mm, mm, mm. Et je fais pas un jeu de mots avec Josh Emmett pour émettre, mais oh là là. Ok, Volkanovski. Profil Alors, sportif, force et faiblesse, comment tu le définirais? par contre, Topuria, on n'a pas parlé de ses faiblesses. Ah oui, pardon, autant pour moi, vas-y. Et faiblesse. La grosse inquiétude qu'on a, hein, c'est pour moi, qu'on avait déjà sur son précédent combat, c'était son cardio, tout simplement. Mais comme avec la plupart des combattants qui sont très explosifs et qui ont tendance à suivre leur propre game plan pour le finish. Donc on avait une inquiétude sur le cardio. Il nous a montré qu'il était capable de tenir 5 rounds face à Josh Emmett et sans réellement montrer des signes de fatigue. Dernier round, je crois qu'il shoot à la fin, hein, contre Josh Emmett, hein. Ouais. Ouais, ça pique un peu. Ceci étant dit, personnellement, j'avais été impressionné par sa capacité à tenir ce rythme sur 5 rounds. C'était mieux Voilà, que ce que j'avais imaginé. bien sûr. Après, je vais mettre comment dire ça, une question. Il était sur son propre rythme. C'est ce que Donc j'allais c'est dire. toujours plus facile dans ton propre rythme, cadrer, frapper, désengagé, de tenir longtemps. Ouais. Maintenant, si le combat va dans un sens beaucoup plus compliqué, comme on l'a pu le voir tu sais, avec Zalal, après, avec les pincettes, hein, sur son tout premier combat, c'était un last minute, etc. Donc on prend bien les pincettes, mais on a un combat qui est bien géré au premier round, mais après qui part un petit peu, enfin vraiment dans tous les sens, et ça a été très compliqué au niveau du cardio. Donc voilà, donc ça c'est un questionnement qu'on aura. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cardio si ça ne va pas dans son rythme? Voilà. Euh, je suis entièrement d'accord. On en parle souvent en fait. Quand c'est toi qui gères le rythme du combat, c'est plus facile de savoir tenir la distance. Et on en avait parlé dans notre dernier podcast ensemble. Je pense que c'est Ouais. comme un peu le truc des 10 km. Tu le fais à ton rythme, mais tu seras moins fatigué que s'il y a quelqu'un à côté de toi qui dit accélère maintenant, ralentis, sprint. Voilà, c'est plus compliqué de subir un rythme. Et justement, par rapport à Volkanovski, ça fait partie
de ses forces. Et alors, évidemment, la deuxième faiblesse qu'on doit souligner du côté de Topuria, on en a déjà parlé, mais il est sujet au high kick. Celui contre Jay Herbert, tout le monde s'en souvient, mais il a pris un knockdown aussi au Brave sur un high kick. Contre Bryce Mitchell, il y en a qui est pas trop loin de passer. Et puis, il y a le tien aussi. Hein. On a toujours pas vraiment blagué là-dessus, mais à 1 centimètre près, tu le mets KO au premier round au Cage Warriors. Ou alors, bon, il se relève comme il a fait contre Jay Herbert, mais Ouais. ça passe vraiment pas loin quand il lui a refait sa coiffure. C'est passé vraiment pas loin, effectivement. J'ai senti ses cheveux. Après, de là à dire que ça aurait été le KO ou des trucs comme ça c'est encore des suppositions. Ouais, c'est une spéculation. Mais après, Mais en tout cas, clairement, quand on allait sur ce combat, ça faisait partie des stratégies parce qu'on savait que c'était un de ses points faibles. Bon, on savait pas qu'il avait une capacité à faire la tortue, tu vois, pour le défendre. J'ai encore les images au ralenti et je vois sa tête, je dis ouais ça va passer. Et il a fermé les yeux, il a baissé la tête comme ça. Et là j'ai fait non, ça me frôlait comme ça, je fais c'est pas vrai, tu vois. Et puis voilà, c'était le début de la fin du combat. Mais d'ailleurs, on peut parler de ça parce que tu viens d'en parler par rapport à Zalal, tu vois, qu'il a été fatigué dans le combat contre Zalal parce que c'était un short notice qu'il l'a pris et on a vu qu'il a eu une stratégie un peu énergivore qui s'est retournée contre lui dans la dernière reprise. Et après le combat contre toi, il était venu te le dire que comme c'était un short notice, qu'il avait eu beaucoup de mal avec le poids, d'ailleurs qu'il avait raté drastiquement le poids, il a dit qu'il misait tout sur le premier round et qu'il savait que si ça allait durer 5 rounds, c'était Moi d'office c'était pour pas un toi. short notice, hein. Non, Moi, toi pas, mais lui, il a mais accepté à 2 semaines et demie. non, lui il m'a dit que en gros il a pas pu faire son cardio parce qu'il était blessé. Ah, autant pour moi. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il Et la avait... réalité, c'est qu'il savait qu'il aurait pas le cardio pour faire les 5 rounds, et donc il a tout misé sur le premier, comme il a voulu le faire avec Zalal, sauf que ça s'est pas passé de la même manière. C'était pas loin non Voilà. plus, tu Et, vois. et donc, tout ça pour dire que maintenant, il sort d'un combat en 5 rounds, il va en refaire un en 5 rounds, il sera préparé pour 5 rounds et il aura un cardio qui sera a priori meilleur que ce qu'il avait montré contre Zalal Ouais. et ça se rapprochera Ah oui, davantage oui. de ce qu'il a fait contre Emmett. Mm, mm, mm. Astérisque, dépendant de comment Volkanovski gère le rythme. Et justement, Mm, mm. avant de parler de Volkanovski, j'avais noté ça pour un peu après, mais ça tombe bien dans la conversation. Une statistique intéressante, parce qu'en fait, quand tu regardes les deux combattants, de prime abord, si tu m'avais posé la question avant que j'analyse et que tu me demandes qui a le plus haut volume de jeu entre les deux, je t'aurais dit Topuria. Ah bon? Et c'est faux en fait. Donc je sais pas si des gens pensent comme moi, comme ça de prime abord, mais Volkanovski touche ses adversaires 6,19 fois par minute. C'est énorme, avec une précision de 57%. Ilya, c'est 4,44 à la minute, Mhm. avec une précision de 46%. Donc en gros, ça reste 30%. ça reste du volume similaire. Hein. Donc tu as un output de 10,85 du côté de Volkanovski et un output de 9,65 du côté de Topuria. Donc, sur ce qu'ils envoient à 10% près, c'est la même chose. Par contre, grâce à la précision de Volkanovski, il touche beaucoup plus à la minute que Ilya Topuria. Attends, t'as dit combien? 6,5 et 4,4? 6,19 et 4,4. Proportionnellement, il y a quand même une différence assez marquante, quoi. Ah oui. Ah oui. Donc voilà. Moi, j'avais différencié un petit peu en parlant que effectivement, Volk avait quand même plus de volume Ok. que Ok. Moi, que Topuria. ouais, j'avais vraiment cette impression que Topuria avait peut-être un volume légèrement supérieur. Après, voilà, Mais encore une fois, ouais. si tu veux, c'est au niveau du volume de frappe, mais au niveau de son jeu, il est plus présent, tu vois. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de cadrer comme ça, tu vois. Ouais. Donc tu as l'impression qu'il est toujours en train de bosser, d'avancer, reculer, etc. Mais en fait, si tu regardes, il y a une frappe, deux, trois frappes, puis il se remet à chasser, C'est un peu plus puis il cherche à toucher. Voilà. Ouais, c'est un Alors peu que plus. sur un Volca, il est plus in and out, je rentre, touche, je sors, hop, hop, je déplace, je sors, je touche. Il y a beaucoup moins de cette volonté de cadrer, de mettre sous pression, tu vois. Ouais. En fonction des adversaires aussi. Hein. Ceci étant dit, chaque fois qu'on parle de Volkanovski, la première chose que je dis de lui, c'est que c'est une vraie pile électrique. C'est quelqu'un qui n'arrête pas d'envoyer des informations à son adversaire, que ce soit avec des vraies frappes ou avec des feintes ou avec des déplacements. Il y a toujours une information qui vient et il essaie de... c'est quoi l'expression que Georges Saint-Pierre utilise tout le temps? Surcharger le système ou... en plus, c'est un truc de geek qui dit, donc je vais vraiment souvenir, mais... ouais, Overload. ouais. Voilà, c'est ça. Overload le système, ouais, c'est ça. Overload Oh, putain, système.
C'est moi qui t'apprends un mot d'anglais. Pas mal, pas mal. Oh là là. Donc ouais, moi c'est vraiment ça du côté de Volkanovski, c'est quelqu'un qui va envoyer beaucoup d'informations. Donc comme on le disait, il impose très rapidement son rythme. Il essaye de faire en sorte que son adversaire soit celui qui réagit à lui et pas l'inverse. Volkanovski est aussi quelqu'un qui lit très bien les patterns défensifs pour trouver ses ouvertures. Donc il va bien exploiter ses feintes pour pouvoir toucher les cibles qui sont disponibles. Et voilà, il a une vraie compréhension de la distance, du rythme, de comment diriger le combat pour que ça aille en son sens. Voilà, je pense que c'est un combattant complet qui a une vraie compréhension du MMA et qui a une vraie compréhension de comment il doit, enfin, ce qu'il doit faire pour l'emporter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est. Après, voilà, Volkanovski, on a déjà parlé de lui. Ouais. On le connaît par cœur, quoi. Et en plus de ça, il est très durable. Ça aussi, on peut le dire. Moi, hormis son dernier KO, avant ça, il avait montré aussi une capacité à encaisser des belles frappes. Hein. Le high kick Mhm. contre Max Holloway. D'ailleurs, high kick, tu vois. Ilia Topuria, sujet au high kick. Volkanovski, bah, il y a un high kick dans le deuxième combat contre Max Holloway. Il perd par high kick sur son dernier combat. Donc on sera attentif évidemment à ça. Si les deux préparent un peu les techniques qui fonctionnent face à l'adversaire, on peut s'attendre à ce qu'ils aient tous les deux intégré ça à leur arsenal. Ilia Topuria, on l'a rarement vu kicker, mais pourquoi pas. Et alors défensivement, hein, Volkanovski, on oublie d'en parler, mais voilà, je pense que défensivement, il est très fort partout, en grappling défensif, en pied-point défensif, malgré qu'il est... la différence entre Ilia Topuria et Volkanovski, statistiquement, c'est le nombre de combats et l'adversité. Ilia Topuria, c'est pas qu'il a eu un chemin facile vers le titre, loin de là, mais il n'a pas Il, connu... il- il l'a fait paraître facile. Il a fait paraître facile. Mais voilà, 67% de striking defense du côté d'Ilia Topuria et 58% du côté de Volkanovski. Donc défensivement, les deux sont très très forts. Ah, c'est chez toi les travaux? Attends, on va faire une pause. Je vais changer, je vais mettre le casque ici, comme ça je sais plus facilement mettre en mute. On reprend, mes excuses, il y a des travaux chez moi, donc j'ai dû switcher ici, comme ça je peux mute au cas où ça reperce les murs de mon côté. Bon, on était en train de parler de défense et aussi d'échantillons. Donc du côté de Volkanovski, il y a plus de combats à l'UFC, il y a plus de combats à très haut niveau, puisqu'il est champion depuis longtemps, et ce qui signifie que ses statistiques sont peut-être un peu plus parlantes que celles de Ilia Topuria, mais même Ilia, je trouve que son chemin vers le top, bah, il a affronté vraiment que des bons noms. Hein. Il a pris Ryan Hall à un moment où personne ne connaissait Ilia Topuria. J'ai re-regardé le combat hier. Il n'y avait personne dans le public. Je trouve ça toujours ridicule. Vous prenez vos places UFC, allez voir dès le premier combat. Vous pourrez voir des dingueries. Bref, 67% de défense debout du côté d'Ilia Topuria. C'est très, très impressionnant. 58% du côté de Volkanovski sur base de tous les noms qu'il a affrontés, en sachant que plus de la moitié de sa carrière, bah, c'est dans le top 5 et il affronte que la crème de la crème. C'est assez impressionnant. Donc peut-être aussi que on va devoir, en tant que fan, se positionner dans l'appréciation défensive et pas seulement dans l'appréciation offensive dans ce combat. Ouais, ça peut être intéressant hein, comme point de vue. Alors, bien évidemment, au niveau des scorings, ça sera jamais sur la défense qu'on va regarder, mais celui qui défendra le mieux et touchera le plus, oui, peut-être. Peut-être qu'on pourrait être là-dedans. Et puis après, bah, clairement, on aura surtout ce qui nous intéresse le plus. D'un côté, un Topuria qui va frapper pour éteindre. euh, et donc, ça pourrait être très, très bien noté. Et puis de l'autre côté, un Volkanovski qui va toucher pour créer ou construire, tu vois. Mhm. Prendre ses rounds. Donc, ça aussi, ça va être. Il ne faudra pas étonner si on a des rounds qui sont très serrés et qui seront à l'appréciation des juges. Et on pourra plutôt dire être étonné du résultat, tu vois. Mhm. Genre, le mec qui est sur son bord de cage, il va le donner par exemple à Topuria parce qu'il a vu une frappe et il s'est dit, ouais, celle-là, elle était vraiment puissante, pas loin d'un KO. Et nous, sur notre canapé, on pourra pencher pour Volkanovski en disant, non, mais il l'a touché beaucoup plus de fois, les jabs, etc. Donc on aura vraiment cette subjectivité qui sera difficile à avoir en tête, enfin à évaluer, tu vois. C'est intéressant de parler de ça parce que je l'avais un peu en tête dans mon analyse et justement quand je parlais de l'impression que j'avais que Topuria envoyait plus, il y a aussi cette question de
Volkanovski est peut-être un jeu un peu plus varié, dans le sens où Ouais. il y a pas mal de jabs, il y a des low kicks dans son arsenal, alors que Topuria c'est fort axé sur la boxe anglaise et la boxe anglaise dure. Même si contre Mm. Josh Emmett, je trouve qu'il y a un jab qui s'est largement amélioré du côté de Ilia Topuria qui n'avait peut-être pas avant. Quand il combine en anglaise, tu vois, c'est le genre de truc qui va marquer les esprits des juges. Ah Un ouais. truc qu'on n'a peut-être pas dit du côté d'Ilia Topuria et on est obligé de le souligner parce que il n'y a pas encore assez de combattants en MMA qui utilise autant de body shots, mais voilà, Ilia Topuria, c'est quelqu'un qui envoie Mm. beaucoup de frappes au corps. Est-ce qu'on peut partir du principe que sur l'ensemble des frappes que Volkanovski envoie versus l'ensemble des frappes que Topuria envoie, bah, en moyenne, c'est Topuria qui va mettre le plus de puissance, de percussion, qui sera le plus percutant dans ses touches par Le rapport à plus Volkanovski. impactant, ouais, je Ouais, le plus pense, ouais. impactant. Ouais, Volkanovski ouais. est capable de faire très mal, mais Mm. proportionnellement à son nombre de frappes, c'est un peu plus faible. J'ai inventé des chiffres, mais si on part du principe que Volkanovski, sur 100% de ses coups envoyés, il y a peut-être 30% qui pourraient faire très mal. Du côté d'Ilia Topuria, on est plus sur un 60-40, voire un 70-30 Ouais. de frappes impactantes. Ouais, je suis clairement entièrement d'accord là-dessus. Je vois un Topuria en striking être plus impactant au niveau des juges. Là-dessus, je te rejoins. Il y a juste un petit point que j'avais noté et qu'on oublie aussi, parce on l'a défini, hein, Topuria comme plutôt un boxeur qui utilise très peu ses kicks, mais il y a un kick qu'il utilise très bien et je pense que, enfin, à voir s'il l'utilisera, c'est le calf kick qui fait très mal. Et on a vu que c'était une arme qui était de plus en plus utilisée par les combattants de MMA qui ont un style très boxe anglaise, tu vois. Donc très concentré sur les frappes du haut, mais par contre avec un calf kick où ils sortent très peu les hanches et ils viennent rappeler qu'il y a les frappes en bas. Il avait bien utilisé contre Bryce Mitchell. Euh, et donc voilà, donc c'était juste pour ajouter ce petit point-là. Et cette question de calf kick, j'ai cherché, mais parce que je trouve que Topuria dans son positionnement, je me disais que ça, parce qu'on a de l'autre côté Volkanovski qui les utilise très bien, tu vois. Et ça encore, c'est deux choses en miroir. Je me demande si l'un ou l'autre ne va pas les utiliser et en tirer un gros avantage. Ouais, moi j'ai l'impression évidemment Volkanovski, on sait quand il combat contre des bons boxeurs comme Max Holloway, il va utiliser les low kicks du côté de Ilia Topuria. Je pense que c'est quelque chose qu'il est en train d'ajouter à son arsenal. Donc je sais pas où en est la qualité de ces low kicks. On entend fort les travaux ou pas? Un peu. Un peu, ok. Bon, j'espère que c'est pas trop dérangeant parce qu'on va pas pouvoir changer ça. Donc avant de passer à la partie game plan, il y a un dernier élément qu'il fallait souligner aussi, c'est la taille. Ilia Topuria, sur Tapologie en tout cas, est référencé 2 centimètres plus grand que Volkanovski, mais Volkanovski a 7 centimètres d'allonge en plus. Donc voilà, ça c'est un dernier élément que je voulais souligner avant de passer à la partie game plan, et je propose qu'on le fasse maintenant. Donc ici on va faire l'ordre inverse. Si tu étais du côté de Volkanovski, qu'est-ce que tu recommanderais pour défendre ta ceinture? Alors, game plan que j'ai défini pour Volkanovski. Donc, moi, il va y avoir cette question de celui qui va mettre la pression. Alors, ouais, classique, hein, classique. Volkanovski, donc tout d'abord, ce qui m'a intéressé, c'était de voir est-ce qu'il a déjà affronté un combattant ayant un peu le même profil que Topuria. Euh, la réalité, c'est que pas vraiment. Il faut vraiment revenir en arrière et profil, on va dire, relativement similaire, qui fera fort, explosif. On remonte à Chad Mendes, tu vois. Euh, mais il y a des infos qui sont pas mal parce que contre Chad Mendes, Volkanovski a mis beaucoup de. Il a travaillé en pression. C'est lui qui avançait, c'est lui qui mettait sur le pied arrière Chad Mendes et c'était un très beau, une très belle prestation. Ensuite, il a affronté beaucoup de grands, tu vois, de gars qui avaient un gros avantage au niveau des kicks et c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc moi, ça serait déjà la première chose. J'aimerais le voir tenter d'imposer la pression. Je dis bien tenter, parce que de l'autre côté, je pense que Topuria ne va pas accepter d'être mis sur le pied arrière et il risque d'accepter d'aller dans le combat in the pocket, dans la poche très proche, d'échanger très proche pour conserver cette pression, pour conserver son territoire, tu vois. Mais en tout cas, ce serait le premier truc, qu'il soit capable de désengager
Alors, plutôt rentrer dans tout ce qui est in and out, activer Topuria sur des frappes et rentrer derrière, tu vois. Donc, envoyer son jab, Topuria glisse, hop, ou ce genre de choses, essayer de connecter derrière, pouvoir se désengager, réengager derrière. Donc, plutôt du in and out, travailler sur les angles aussi, se déplacer en latéral. Ça, je pense que c'est intéressant. Et j'aimerais bien le voir chercher la lutte pour boxer aussi. Donc, vraiment, comme tu l'as dit au tout début, créer beaucoup d'informations, essayer d'aller prendre une jambe, refrapper derrière, feinter. On a vu un Topuria qui avait tendance à surdéfendre. Je sais pas si c'est réellement le terme, tu vois, mais vraiment quasi sprawler, descendre énormément pour dès que quelqu'un descend sous son champ de vision, il est en sprawl et il surengage parce il refuse d'être mis au sol, tu vois. Donc ça peut être très intéressant à exploiter. J'ai noté calf kick, j'ai noté head kick d'office, et puis alors le gros point, c'est chercher à créer de la dette énergétique du côté de Topuria. Je pense que le gros avantage ici, c'est de pousser Topuria dans ses retranchements, de le mettre dans une dimension qu'il connaît peu, et ça je vais m'expliquer pourquoi. Euh, je pense que Topuria s'entraîne bah, on sait, hein, il s'entraîne à Clemente, c'est le meilleur de la salle, il n'y a pas à douter. Je pense que dans n'importe quelle salle où il ira, il fera partie des meilleurs et il est peu mis en difficulté, tu vois. Donc il est toujours en train d'imposer son rythme, tout se passe bien, il peut faire 5 6 rounds et tout. Par contre, si ça part dans un sens où il n'est pas habitué, où il affronte un gars qui est aussi chaud que lui, ben là c'est plus compliqué, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à exploiter là-dedans. Voilà, ça c'est un peu le game plan. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Moi, la base de la base que j'avais notée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est qui parviendra à mettre l'autre sur son pied arrière. Je pense que les deux sont plus à l'aise au centre de la cage que dos à la cage. Mhm. Et donc, par contre, je pense que ça va se jouer sur des momentum. Je pense pas qu'il y en ait un qui va réellement être tout le temps celui qui met la pression à l'autre. Je pense que bah, il y a un moment, un des deux qui sera dos à la cage, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Ça va un peu jongler comme ça. Je crois pas qu'ils vont vraiment se rencontrer. Pour faire une bagarre au centre, tu vois, je pense que voilà, il y a des moments où Ilya réussira à mettre sa pression, de temps en temps, ce sera Volkanovski, et donc il y aura aussi cette question de qui gère mieux le combat sur le reculoir. Et par rapport à ce que tu as dit sur Volkanovski, je te rejoins à tous les niveaux. Il doit casser le rythme. Il l'a très très bien fait contre Max Holloway. Tu vois, quand Max Holloway essayait de se rapprocher, bah, il désengage, il s'arrête, il charge, ça fait reset Max Holloway et puis il attaque par derrière. Casser les bases, je pense que clairement les low kicks ça avait bien fonctionné contre un bon boxeur MMA en Max Holloway, ça pourrait bien fonctionner contre Topuria. Il devra faire gaffe parce que par exemple le knockdown qu'il prend contre Ortega, c'est sur un low kick qu'il envoie et qu'il envoie pas spécialement au meilleur moment. Mhm. Alors moi j'ai noté un truc, c'est éviter la bagarre parce que là ça revient sur le côté instinctif de Ilia Topuria. Je crois que si Volkanovski rentre à la bagarre, ça va aller à l'avantage d'Ilia Topuria. Par contre, il doit pas être timide. S'il est trop timide et qu'à chaque fois qu'Ilia Topuria engage, il veut pas le contrer, bah Ilia va commencer à trop lui mettre la pression et ça va être compliqué pour lui. Alors un petit truc que j'avais noté, surtout face à Jay Herbert, il y a deux points que j'ai retenus de son combat contre Jay Herbert. Réengager sur les resets. Ilia Topuria, quand il sort de l'action, il est fort vulnérable à se faire toucher. Et donc, par un grand, il y a moyen d'aller le chercher pendant qu'Ilia Topuria recule après une action. Et alors, utiliser les armes longues. Les jabs, les crosses, les front kicks, ça fonctionne assez bien contre Ilia Topuria. Les front kicks, ça fait pas spécialement partie du jeu de Volkanovski, mais il pourrait l'intégrer pour ce combat-ci. Du côté d'Ilia Topuria, tu recommanderais quoi? Alors, pour Ilia Topuria, je pense que son jeu suffit à lui-même. Donc, moi, si j'étais dans son coin, je pense qu'il doit imposer son jeu. C'est ce qu'il a toujours fait, imposer son jeu, et ce qui a toujours fonctionné. Donc, pour moi, il doit imposer cette pression. Il doit imposer cette pression. Il doit rajouter certaines choses quand même dans son jeu. Euh, on l'a vu. Alors, c'était dans le premier round, tu vois. Il faudrait que je regarde sur les derniers rounds. Quand il désengage, il a tendance tout pour rien, à seulement désengager, puis reprendre progressivement son travail de pression, tu vois.
J'aimerais le voir de temps en temps, tu vois, genre une fois sur trois, genre il désengage une fois, il désengage deux fois, et peut-être à la troisième fois, il commence à désengager, puis il cherche à connecter, tu vois. Recule, reculer, pap, pap, et rentrer un peu plus agressivement. Ça m'intéresserait de le voir mettre du doute, et pas juste tu rentres et tu sais ce qu'il va faire, puis après il remet de la pression. Enfin, dans tous les cas, c'est un tout petit élément. Mais pour moi, ça va être la pression, le cadrage, la patience, imposer son jeu, imposer son rythme. Pour moi, c'est la priorité. Euh, Continuer son jeu de feinte, faire bien attention donc sur le plan défensif, tu t'en as parlé, mais je pense que c'est vraiment là-dessus, en tout cas pour Topuria, que ça va être intéressant. C'est être bien préparé défensivement au calf kick. Il peut pas commencer à avoir un Volkanovski qui installe ses calf kicks ou qui commence à installer des high kicks, parce qu'il a aussi des très bons high kicks, tu vois. Il doit défensivement être parfait et ne pas laisser la moindre opportunité de s'installer. Tu vois. Et, euh, et voilà, je pense que ça, pour moi, ça sera suffisant pour pouvoir s'imposer, soit par KO, soit prendre les rounds pour prendre la ceinture, tu vois. Voilà. Ouais, Relativement simple au final, hein. ouais, d'où ton raisonnement de potentiellement voir Ilia Topuria favori dans ce combat. Il y a plusieurs éléments que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit. Tu vois, le fait de désengager deux fois et puis la troisième fois de s'arrêter pour contrer. Je trouve justement que c'est quelque chose que Volkanovski avait fait avec excellence contre Max Holloway dans les trois combats. Et c'est Mhm. ça qui m'avait le plus surpris dans leur premier combat et qui, selon moi, l'avait amené vers une victoire. Ça, plus le travail de Sapp. Euh, du coup, pour Ilia Topuria, offensivement, je trouve qu'il y a il- une des forces, j'ai l'exprimé comme ça, une des forces de Volkanovski, c'est c'est vraiment sa distance. Il arrive à se mettre à une distance où ça force son adversaire à faire un gros pas vers lui pour pouvoir le toucher. Et ça lui donne un temps de réaction pendant lequel il a le choix entre je désengage ou bien pendant que tu avances, j'envoie déjà ma frappe. Alors que toi, tu dois avancer puis envoyer ta frappe. Toi, pendant que tu avances, j'envoie ma frappe et donc je connecte avant toi. Et donc, Ilia Topuria, dans sa façon de casser la distance, ça doit être progressif. Tu vois, j'avais noté, il doit mettre une pression, mais casser la distance de manière progressive, centimètre par centimètre. Il ne peut pas faire un step vers l'avant. Tu vois, il peut pas. Selon moi, il ne peut pas faire un long step vers l'avant parce que c'est là où il va se faire toucher sans pouvoir toucher. Il doit vraiment mettre la pression et au moment où Volkanovski ne peut plus reculer, c'est là qu'il avance petit à petit et soit engager et chercher à faire mal. Son jab devient de meilleur en meilleur. Donc, jabber contre un jabber, c'est toujours une bonne idée ou bien travailler les remises. Moi, ça m'intéresserait de voir un Ilia Topuria qui met la pression, force Volkanovski à engager, et puis tu sais, il a des très bons shoulder rolls, quoi. Il a fait ça Mhm. magnifiquement bien contre Emmett. Il fait un shoulder roll, puis il revient avec 3-2 par exemple. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et puis, bosser le corps pour ouvrir à la tête. On a vu un Volkanovski qui est notamment ouvert sur les high kicks. À mon avis, il est aussi ouvert sur les overhands, pour peu que tu aies bien bossé son corps avant. Et donc, comme Mhm. tu l'as dit, euh, Ilia Topuria, il peut rester lui-même. Il peut rester lui-même Ouais. et vraiment être en danger pour Volkanovski. Donc ici, il doit rester lui-même. Il doit garder son attention sur les body shots. Et puis au moment où tu sens que tu as un adversaire qui fatigue à son corps, bah, tu viens chercher la tête. Et alors, je me demandais aussi, parce que quand toi, tu parles de lutte et de grappling, tu dis souvent, J'allais te poser la euh, question, tiens. voilà, avoir une stratégie de chercher le dos. On a déjà vu un Volkanovski avec des adversaires dans son dos. Tu avais la même? J'ai noté prise de dos, point d'interrogation. Ouais, ben voilà, moi je l'avais noté aussi avec un point d'interrogation. Je me demande si, dans certaines circonstances, il pourrait pas engager une lutte physique, parce que, bah, en même temps, encore une fois, ça rentre dans le jeu d'Ilia Topuria. C'est pas quelqu'un qui va Mhm. rentrer en lutte avec une finesse. Il est très très technique, mais il utilise aussi de la force. Et c'est un peu comme on en avait parlé pour Dricus du Plessis. C'est voilà, quand t'as quelqu'un qui est très technique et qui en plus de ça utilise de la force et qui en a, c'est compliqué à gérer. Et donc je pourrais le voir engagé en lutte avec cet objectif de chercher le dos. Maintenant. Ouais. Ouais, Volkanovski, ça fait longtemps qu'il travaille avec Craig Jones. Ouais, et Et je puis pense il s'est qu'il. sacrément préparé sur la défense de dos Ouais. pour Islam, tu vois. Donc, plutôt. Ça ressemble un peu à une fausse bonne idée, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Plutôt contextuellement. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu dois avoir en tête comme objectif dans le combat, mais tu dois aussi savoir que ça peut se présenter dans le Mm, combat mm. et que si ça se présente, tu dois être prêt à prendre cette porte ouverte, mais tu dois pas la chercher proactivement. Tu vois ce que je veux Ouais. dire?
Je sais, c'est vraiment une question parce que c'est clair que Volkanovski, il s'est fait prendre le dos. Je pense qu'il est moins bon si on mettait les deux combattants à faire un match de grappling. Je vois Topuria être largement au-dessus, sans aucun souci. Seulement, on a vu un Volkanovski qui survit à des grappleurs d'élite, mais vraiment d'élite, hein, pas alors qu'il était dans des soumissions où normalement euh, tu tapes, tu vois. Il y a pas de. Normalement, tu tapes, t'as un Makachev dans ton dos, il doit te faire taper, il te soumet, il y a pas de. Mais il a survécu à Makachev dans son dos, il a survécu à la guillotine d'Ortega, tu vois. Et son triangle Et, après. et son triangle. Et Topuria, c'est un grappleur d'élite là-dessus. Mais je pourrais le voir soumettre Volkanovski, mais la question est quoi? S'il survit, si Volkanovski, qui a tendance à survivre à d'excellents grappleurs, tu vois, s'il survit encore, qu'est-ce qui va rester comme énergie à Ilia Topuria pour la suite, tu vois? Mais alors, tu as cette question aussi de temps en temps, t'es pas obligé, enfin, tu vois, euh, on en parle de temps en temps, t'es pas obligé de shooter en lutte pour obtenir un takedown. Tu peux shooter en lutte pour Oui, avoir un clinch et travailler ah sur ta oui, bien sortie de sûr. clinch, par exemple. Et Mm, ici, voilà, tu peux faire une prise de dos en te disant, bah, je vais pas chercher la soumission. Je sais que tu seras critiqué par les fans à faire ça. Les gens vont dire, mm. bah, comme Pantoja, tu vois, Ouais, Pantoja, il se fait critiquer avec ça, ouais, mais bien sûr. Pantoja, ça lui a fait gagner son combat contre Brandon Moreno, son dernier combat contre Ouais, Brandon bien sûr. Moreno. Il va prendre le dos dans une extrême fatigue juste pour avoir le dos pour marquer ses points et c'est intelligent. Donc On, on- ça pourrait être une option aussi pour Ilia oui, Topuria de se dire ok, je sais bien qu'il est sûr. très résistant aux soumissions, mais par contre Je, 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 là il doit je, sortir de son jeu ouais, je parce que pense Topuria, ouais. on pourrait le voir faire ça dans le cinquième round, comme il a pu le faire avec Josh Emmett. Sa stratégie était clairement de boxer et de mettre KO Josh Emmett, là où Josh Emmett était le plus dangereux. Fin du round, enfin, c'était au cinquième qu'il met au sol? Je sais Ouais, plus. Ouais, il me semble, hein, je cinquième. vais aller vérifier. Cinquième, un peu de déficit d'énergie, difficile de pouvoir. Il se dit, attends, la victoire avant tout, c'est bien beau le KO, et il met au sol, à notre grand désarroi, parce que non pas qu'on voulait voir un KO d'un côté ou de l'autre, mais moi stratégiquement, je trouvais que c'était ce qui était à faire, mais j'apprécie tellement la démonstration que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mais on pourrait le voir, oui. Mais par contre, on pourrait le voir dans le dernier round pour prendre son dernier round. Mais par contre, le voir s'installer en se disant, tiens, je prends mon troisième round comme ça reste, euh, ça reste difficile, tu vois. Ça reste Ouais, ben, difficile. 4-5, il pour faut le prendre tenir un debout. exemple, Sterling dans la revanche contre Peter Yan. Moi Ouais, j'avais mais apprécié ça, j'avais apprécié, tu ouais, vois mais c'est pas que du tout. Je pense pas que ce soit la même personnalité, tu vois. non non du tout, Je mais pense j'ai que trouvé d'un ça très côté, beau, hein. ah oui, je pense que d'un côté, Sterling, c'est la victoire avant tout. Peu importe ce qu'on va dire, Mhm. je m'en fiche de quoi que ce soit. Et je pense que Topuria, c'est la victoire, mais par KO, c'est mieux, tu vois. Ou- Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur son mindset, à mon avis, c'est Je ça. Mais pense, bon, ouais. quand tu combats pour la ceinture UFC, à un moment, voilà, Ouais. tu minimises les Je- risques. je- Mais voilà, il y a une J'entends bien, beauté aussi j'entends à ne pas bien. faire ça. Mais après, dis-nous ce que vous en pensez sur la personnalité, tu vois. Mais moi, je pense qu'un Topuria, il va venir pour éteindre. Tu sais, il y a un moment donné, enfin voilà, tu vois, Mm. tu perds un petit peu le pied avec le sport et la victoire, et tu cherches la grandeur, tu vois. Ouais. Tu cherches c'est ok, je veux être champion, mais pas comme n'importe qui. Je veux être champion et que ça soit que c'est la fin d'un règne, tu vois, Ouais, c'est ça, de l'ancien monumental. roi, tu vois. Ouais. Voilà, sinon ça m'intéresse pas. Et je pense qu'il est plus comme ça, tu vois. Mhm. Il y a des chances. Et, bah, Mm, mm, son palmarès indique ça aussi, hein, que mm, seulement mm, 2 mm, décisions sur 14 victoires, ça en dit mm. long. Ouais. Et sur les 2 décisions, il y avait ce short notice contre Zalal dont on a Mm. parlé plus tôt. On passe à la question du membre? Ouais, On a tout dit sur les game plans. Allez, c'est parti. je pense. Donc, comme d'habitude, hein, j'introduis la question du membre en expliquant ce que c'est. Donc, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre pour supporter notre projet. Et ça vous donne des accès à des avantages comme des vidéos exclusives qu'on va tourner juste après. Ou alors, on prend vos questions pendant nos podcasts. On a aussi le fait qu'on répond à tous vos commentaires de manière exhaustive. Le lien est en description de cette vidéo si vous voulez rejoindre la chaîne Fight Minds en tant que membre. Alors, encore une fois, merci à tous les membres pour vos questions. Elles sont systématiquement toutes pertinentes et c'est limite
un plus dur exercice pour moi de sélectionner quelles questions je prends plutôt que d'y répondre. Donc cette fois-ci, j'ai sélectionné celle de Mickey Games. Donc déjà, merci pour ton support. Et la question est la suivante. En tant que champion ultra dominant de sa catégorie, on le rappelle, 5 défenses réussies, ici ce serait 6 s'il bat Topuria. Pensez-vous que la suite logique pour Volkanovski est une vraie montée définitive de catégorie au grand désarroi de Max Holloway? Et donc, Mick Games dit que selon lui, il n'y a plus de challenge pour Volkanovski en featherweight s'il bat Topuria et que du coup, il devrait penser à cette montée définitive chez les lightweight. Je t'ai envoyé la question à l'avance cette fois-ci, donc je te laisse y répondre en priorité. Grand désarroi de Max Holloway, je sais pas, tu vois, parce que je pense que Max Holloway, c'est. Enfin, voilà, ouais, c'est. Je sais pas, c'est sa kryptonite, tu vois. Donc peut-être que ça lui donne. Plutôt, il va se dire, ah, c'est bon, je suis débarrassé de celui-là. Et écoute, je pense effectivement qu'il aura nettoyé la catégorie. Je pense que là-dessus, c'est difficile de. S'il gagne, hein, bien évidemment, contre Ilia Topuria, hein, c'est encore autre chose à faire, tu vois. Donc on part vraiment du principe qu'il a gagné contre Ilia Topuria. On aurait Evloev, mais dans ce cas-là, c'est sans fin, tu vois. Ça veut dire que il va reprendre un top 5, etc., tu vois. C'est sans fin. Donc effectivement, je pense qu'une montée, et j'aime bien le fait que tu aies dit une vraie montée, parce que dans cette possibilité-là, dans ce monde-là, moi j'aimerais le voir monter pour de vrai, comme tu dis, et en prenant son temps. Et ça, c'est un peu le truc qui m'inquiéterait, c'est que on a vu beaucoup de combattants qui disent je monte de catégorie, qui sont pas forcément des plus performants sur leur premier combat, parce que la montée n'est pas complètement effective. Donc ils prennent un peu de gras, ils prennent quoi, 5-10% de force en plus à tout casser, et ils sont pas encore, ils n'ont pas encore la maturité de la caté du dessus. On pense à Donc, Charles Oliveira comme très bon exemple, Dustin Poirier aussi. Tu sais, Dustin et d'ailleurs, Poirier, c'est ouais. c'est les mêmes divisions. J'ai pas fait exprès, mais ça ce sont les mêmes divisions. Mm, mm, mm. Et donc, je pense que ça va être compliqué au vu de la personnalité de Volkanovski, qui veut combattre régulièrement, de faire une vraie montée. Je pense qu'on aura deux, trois combats en lightweight qui seront pas forcément des plus effectifs, tu vois. Ouais, et c'est là peut-être tout le problème, parce que d'un côté, bon, 35 ans, c'est pas encore super âgé, mais il peut, enfin, tu vois, il sait qu'il lui reste pas 10 ans, tu vois, il lui reste, en tout cas, s'il veut aller prendre la ceinture lightweight, il lui reste maximum 4 ans, et ce serait un exploit de devenir champion lightweight à 39 ans. Ce serait le seul, si je dis pas de bêtises, c'est plus dans les Mm, divisions middleweight et au-dessus où on voit des champions plus âgés. mhm, Et puis, il y a l'autre côté aussi, c'est il y a beaucoup de contenders en lightweight, tu vois, c'est pas une division où tu as un chemin directement vers le titre. Il a déjà 2 défaites contre Islam, donc c'est pas facile à vendre. Et je trouve personnellement que je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire en fait. Quand tu es champion d'une catégorie, c'est très rare de partir, de laisser ta ceinture et te dire ok, je vais dans l'autre division et je fais mon title run. Tu vois là, en général, tu essayes d'avoir la ceinture champ et puis à la limite tu lâches celle d'en dessous. Mais lâcher ta ceinture dans la division dans laquelle tu es dominant, tu es le champion, tu as les primes de champion, etc., mhm. etc. Pour redevenir un contender à 35-36 ans. Oui, en tant que fan, j'aimerais voir ça. J'ai vraiment envie de voir un Volkanovski qui monte, qui fait une vraie montée, comme tu le soulignes, et Mhm. voir ce qu'il est capable de faire en tant que vrai lightweight. Ceci étant dit, en réalité, si je suis le manager, le coach, un ami ou Volkanovski, je ne sais pas si je le fais. Je pense que le meilleur choix, c'est de rester champion. C'est pas sa faute s'il a nettoyé sa catégorie. Et si l'UFC lui donne Josh Emmett ou Evloev après sa potentielle victoire contre Topuria, je vois pas pourquoi il refuserait en fait. Mhm. Enfin, tu vois, quand tu as le Ouais. choix entre main event à défendre pour la 7e fois ton titre contre Josh Emmett ou Evloev, ou comme main event ou combat du milieu d'un pay-per-view contre, je sais pas moi, le perdant de Signe Poirier BSD, je crois que défendre le titre est plus attractif, tu vois. Je pense. Ça va vraiment dépendre un petit peu de sa volonté. S'il va vraiment choisir le côté, est-ce que c'est le challenge qui l'intéresse le plus, tu vois? Effectivement, de l'autre côté, il y a un moment donné aussi où tu es le numéro un, bah, tu y restes, et puis à un moment donné, il y aura un passage de flambeau, tu vois, qui va arriver. Et je pense qu'on aura aussi nos réponses lors du combat, hein, contre Topuria. Donc déjà, si Topuria il
il éteint, voilà, on aura déjà la réponse. Mais est-ce qu'il va être, il va faire une super performance où on se dit, wow, il a encore de la marge de progression et tout? Est-ce qu'on va se dire, ah, ça ralentit? Parce que moi, personnellement, en regardant les anciens combats, je trouve que Volkanovski n'est plus forcément aussi, tu vois, comment dire ça? Il n'a pas autant les dents qu'il n'avait quand il a fait son ascension vers la ceinture, tu vois. Ouais, moi, oh, je sais pas, j'ai pas eu un œil attentif là-dessus. J'ai l'impression quand même que ses deux dernières performances en featherweight, plus son premier combat contre Islam Makhachev, ça montrait quand même une vraie volonté, tu vois, contre Corinne Zombie, il y a une vraie volonté de finaliser. Mhm. Contre Yair Rodriguez, il fait une super belle performance, donc moi je crois qu'il est encore là, mais peut-être, encore une fois, peut-être que les problèmes Ouais, mentaux, bah, ils commencent à imprégner ses performances aussi. Et c'est on là verra. aussi où je rejoins peut-être ce point de je le vois pas faire une vraie montée en lightweight parce que quand tu es champion et que tu as un côté un peu dépressif comme ça, tu vois, c'est aussi une question d'identité parce que moi c'est comme ça que je l'entends, c'est il a du mal dans sa vie quand il n'est pas identifié à un combattant. Tu vois, s'il combat pas, c'est pas un combattant selon lui, c'est Mhm. autre chose et ça lui convient pas. Et donc si lui-même se retire sa propre ceinture, il devient un combattant, il n'est plus un champion. Et peut-être que ça jouerait contre lui de faire ça. Donc moi, je ne le vois pas faire une vraie montée en lightweight tant qu'il est champion euh, featherweight. Et là, s'il perd sa ceinture contre Ilia Topuria, vu la domination qu'il a eue, je pense que l'UFC pourrait lui octroyer un rematch immédiat. C'est un classique. Bah, ça dépendra comment il a perdu, hein. Ouais, mais même regarde Anderson Silva, il avait rien montré contre Chris Weidman le premier enfin rien montré, c'est un grand mot, mais voilà, il se fait éteindre dans le deuxième round contre Chris Weidman, il Mhm. obtient son rematch immédiat. Amanda Nunes, elle avait rien montré dans sa défaite contre Peña, elle a le rematch immédiat. Des rematchs immédiats sur les champions Ouais, dominants, c'est quand peut-être. même un classique, peu importe la manière Mhm. de la défaite, quoi. Peut-être. Après, ça dépendra toujours des chiffres de vente, tu vois. Je Hmm. pense que est-ce que les Américains seront plus intéressés par un Topuria Holloway, et Holloway ou ah bah ouais, clairement. Holloway, hein, le retour d'Holloway contre Topuria, Tu sais, il ce y a ça, il y a serait tellement d'éléments énorme. qu'on peut pas. Mais bon, ouais. Donc dans tous les cas, c'est vrai que ton scénario de pouvoir le voir plutôt rester, est-ce qu'il sera capable de le faire? Ça va être autre chose, tu vois. Mhm. On risque d'avoir, avec sa volonté, ses difficultés, avoir quelqu'un qui veut des combats réguliers, monter et descendre, et peut-être avec, au niveau des performances, pas forcément les meilleures choses, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Dernier point, prono et préférence. Je te laisse le champ libre. Euh, donc mes pronostats, hein, je l'ai dit, hein, 55-45, voilà. Mon prono, je vais mettre, je vais miser sur Topuria. Euh, et préférence aussi, hein, clairement. C'est pas que rien à voir, hein, mais voilà. Après, je suis souvent je suis souvent pour la victoire de mes anciens adversaires, on va dire, Ouais, voire tout bah, le temps même. ce sont des C'est combats qui logique. vieillissent bien, hein, du coup. C'est logique. Entre Je Liam suis. Gittins que tu as battu, qui est maintenant champion Cage Warriors, Ouais, c'est toujours appréciable parce que si t'as affronté que des gars qui ont arrêté parce que ils se sont juste testés un combat ou deux combats et tout, c'est toujours appréciable voilà, tu vois, de savoir que. Donc non, au-delà du truc, non, j'aimerais voir Yato Topuria l'emporter. J'aimerais, ça me plairait beaucoup, ça me plairait beaucoup. Et donc mon pronostic, qui est vraiment voilà le plus subjectif possible, j'aimerais le voir qui m'attristerait peut-être d'un côté, mais j'aimerais le voir par KO TKO dans le deuxième. ouais. Moi, j'ai pas de préférence, je t'avoue. J'aime bien les deux et j'aime bien les portes qui s'ouvrent sur les victoires des deux. Comme on a dit, hein, Ilia Topuria, s'il gagne et que l'UFC donne pas de rematch immédiat parce que, j'en sais rien, c'est une grosse victoire et que c'est un deuxième Hmm. KO d'affilée, j'ai vraiment envie de voir Ilia Topuria contre Max Holloway en featherweight. Ça, c'est un combat que je veux absolument voir avant que Max Holloway ne prenne sa retraite. Mais au final, Hmm. Max Holloway, il a du kilométrage, mais il n'est pas encore si âgé. Euh, Volkanovski, voilà, continue à défendre, même si les contenders sont peut-être moins
précis, ça me dérangerait pas de le voir continuer son run en featherweight. Et ouais, je vais être fou sur mon pronostic. Dustin Poirier, en début de carrière, il avait perdu par D'Arcyok et le combat d'après, il avait gagné par D'Arcyok. Et j'aime bien ce genre d'histoire, tu vois. Tu perds par une technique et pas le lendemain, mais le combat d'après, tu gagnes avec la même technique. On a dit que Topuria était ouvert au high kick. Tu le vois gagner. Volkanovski par high kick Écoute, au deuxième round. c'est des scénarios très plaisants aussi, ça. Ah ouais, non, là, je sais que la probabilité est méga, méga faible, mais on l'a dit, voilà. Et je crois que Volkanovski, il a envoyé un super bel high kick contre Max Holloway dans le deuxième ou troisième combat. Donc il est capable de lever sa jambe. C'est pas un gars qu'on voit lever souvent sa jambe, mais justement le côté surprenant. euh, Faut pas qu'il lève sa jambe trop haute, par contre. On va lui dire de viser l'épaule. Tu sais qu'il y a des. Je me rappelle, je sais plus, je crois que j'avais vu ça dans un teuf ou un truc comme ça et j'avais gardé le conseil. Quand tu envoies un high kick, il faut viser l'épaule et faire en sorte d'essayer d'avoir le pied vraiment derrière la nuque parce que tu dois partir du principe que un des réflexes instinctifs, c'est baisser la tête quand tu as un objet qui vient Ah vers ta ouais. tête ou de la reculer. Et donc, si tu vises l'épaule, bah, tu as beaucoup plus de Mm. chances d'aller taper la tête. Et si tu vises derrière la tête, tu as beaucoup plus de chances aussi s'il fait un retrait du buste. Bref, Ah ouais, non. sur ce Mais conseil technique. c'est clair que tu as raison. Un high kick, on a tendance à vouloir le mettre toujours plus haut pour montrer à quel point on est souple. Mais il y a des high kicks, c'était des middle, tu vois. Ah, Parce on que le l'a gars, toujours il dit, baisse sa c'est un tête et truc que on nous, insiste souvent là-dessus. Enfin, souvent, ça fait longtemps qu'on n'a plus dit ça sur le podcast, mais il faut pas viser faudrait que là je où la vous... tête est, Ouais. il faut viser là où la tête sera. Ah ouais, on a eu un combat, on a envoyé on a fait un combat avec un de nos gars qui faisait son deuxième combat, donc novice. Et, euh, et j'étais avec Ahmed dans le coin. Et en fait, son adversaire, il venait de la boxe anglaise et il faisait il se baissait, mais tellement bas pour éviter. Il envoie un premier high kick et il se baisse comme ça. Il fait mais vraiment très très bas. Et là, on lui dit, non, pas de middle, envoie le kick. Et il envoie une sorte de kick, mais je te jure, hein, hauteur des fesses. Et l'autre, il rebaisse et il le prend pleine balle dans la tête. Ah oui, non, c'est incroyable ce combat-là. On lui a demandé d'envoyer que des kicks le plus bas possible. Et ça finissait dans la tête, c'était incroyable. Enfin voilà, Ouais, c'est faudrait que pas je mal, retrouve cette c'est pas vidéo mal comme sur anecdote. YouTube. C'est énorme. Donc mon pronostic, c'est Volkanovski sur low kick dans la tête. Ok, bah Pas écoute, mal. on pronostique. Moi, ça me va très bien comme scénario aussi, hein. On pronostique un KO alors, un finish. Voilà. Finish dans tous les cas. Eh ben, on aura l'occasion de mettre nos codes de paris, établir nos Mhm. paris la semaine de l'UFC 298. Donc tous ceux qui ont regardé le podcast dans son ensemble et qui sont encore connectés et qui ne sont pas abonnés, c'est le moment. Abonnez, profitez-en pour like, c'est un clic supplémentaire. Et si vous n'avez pas encore commenté, le petit commentaire avec votre avis général sur notre podcast. Brian, merci pour ton temps et ta préparation. Désolé pour les travaux que j'ai eu chez moi. Finalement, ça s'est un peu calmé sur la première partie et la dernière partie. Donc, voilà, j'espère qu'il y en a qui ont mordu à l'hameçon au milieu quand je criais par-dessus les. Merci à tous. Ciao tout le Façon monde. bizarre de finir un podcast. Ciao, ciao.